Merci à vous tous d'être là. Ça fait très plaisir d'être ici, superbe salle. Effectivement, je vais vous présenter mon domaine de recherche en partie, qui s'intéresse à l'optimisation de forme. Alors, j'ai appelé ça de manière un peu pédante, optimisation de forme, hier, aujourd'hui et demain, parce que j'espère vous montrer quelques vieux problèmes d'optimisation de forme qui ont un peu guidé l'histoire des maths. L'optimisation de forme qui se fait aujourd'hui, qui est quand même significativement différente, et quelques challenges à venir, parce que j'espère vous montrer que c'est un domaine qui est aujourd'hui en pleine ébullition. Alors, quelques petits mots très rapides. D'abord, l'optimisation de forme, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, l'optimisation de forme, c'est quelque chose où on s'intéresse à la minimisation d'une certaine fonction, objectif, qui dépend du domaine. Alors, très souvent, pour moi, le domaine, ça s'appellera oméga, c'est un domaine dans une forme, dans oméga, dans R2 ou dans R3, et sous certaines contraintes. Donc, on en verra plein d'exemples au cours de l'exposé. Alors, dit comme ça, c'est quelque chose de très général, et effectivement, c'est quelque chose qui est apparu très tôt au cours de l'histoire, même pas de maths, au cours de l'histoire. Donc, je vais vous présenter un problème historique juste après, qui est le problème de Didon, qui est illustré ici. Et donc aujourd'hui, c'est un problème qui a trouvé de nouvelles applications, donc à partir des années 70, des applications très importantes dans le domaine industriel. Donc voilà un exemple d'optimisation de forme récente. Je n'explique pas ce que c'est pour l'instant, on aura toute l'occasion de voir plus précisément à quoi ça correspond. Et c'est un problème qui aujourd'hui pose beaucoup de challenges mathématiques dans l'industrie, comme j'espère vous montrer au cours de l'exposé. Donc c'est un domaine qui personnellement je trouve très intéressant parce qu'il est à l'interface des maths vraiment intéressantes, des maths vraiment jolies, de la physique, de la mécanique, et en fait de toutes les sciences appliquées comme ça. Alors, donc, tout d'abord juste un petit mot pour dire que grosso modo ce que je vais présenter c'est vraiment une sélection un peu personnelle de problèmes d'optimisation de forme. C'est pas du tout exhaustif, c'est vraiment très personnel, donc il n'y a aucune vérité absolue là-dedans, il n'y a aucune présentation absolue, c'est juste quelques problèmes que je trouve intéressants, par lesquels j'espère vous intéresser un petit peu à ce domaine-là. Alors, donc, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous présenter une petite introduction, et ensuite, je vais vous présenter quelques problèmes historiques d'optimisation de forme, quelques problèmes concrets auxquels beaucoup de mathématiciens se sont intéressés et continuent de s'intéresser. Donc, probablement, le premier, vous avez peut-être entendu parler, c'est le problème de Didon, qui a guidé les problèmes isopérimétriques, plus généralement les problèmes de surface minimale, auxquels beaucoup de gens continuent à s'intéresser aujourd'hui, dans le domaine des maths plutôt fondamentales. Ensuite, on verra que l'optimisation de forme, ça a eu un grand rôle aussi en architecture, où on trouve aussi beaucoup de formes optimales, spontanément dans la nature. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tous ces items-là, on verra en fonction du temps, peut-être que je serai forcé de faire une petite sélection. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra quelques outils d'optimisation de forme récentes, c'est-à-dire telle qu'elle est développée depuis les années 70, et telle qu'elle est aujourd'hui utilisée dans l'industrie. Donc on verra comment des entreprises comme Airbus, Renault, Michelin, Safran utilisent des outils d'optimisation de forme, donc des outils vraiment de maths, en lien avec de la simulation numérique, en lien avec de l'informatique, en lien avec de la physique, de la mécanique, pour traiter des problèmes qui sont difficiles, pour lesquels les gens n'ont pas d'intuition physique, pour lesquels vraiment les maths sont là pour les guider. Et ensuite, on verra quelques challenges d'optimisation de forme aujourd'hui. Donc, si vous avez des idées à apporter à ces questions-là, raisonnablement, ça va intéresser beaucoup de gens. Alors, donc, tout d'abord, le premier problème d'optimisation de forme, peut-être, c'est le problème de Didon. Alors, un peu d'histoire. Alors, je vous rassure, ce sera le seul slide d'histoire de cette présentation. Donc, le problème de Didon, c'est quelque chose qui est issu du mythe de la fondation de Carthage, donc c'est à peu près 800 avant Jésus-Christ. Donc, l'histoire dit que Didon a fui Tyr, qui se situe dans l'actuel Liban, parce que son frère, Pygmalion, avait assassiné son mari. À l'époque, ça rigolait pas trop. Et elle est arrivée sur les bords de la Tunisie, sur les côtes de la Tunisie, donc elle allait voir le seigneur local, qui s'appelait Jarbas, et elle a sollicité une terre pour que elle et puis ses servants, avec lesquels elle avait fui, puissent se reposer. Et là, le roi Jarbas lui a dit, ok, je t'offre tout ce que tu pourras recouvrir de la peau d'un bœuf. Bon, a priori, ça fait pas Bézef. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a découpé la peau d'un bœuf en très fines lanières, et elle a entouré une aire très très grande, et elle a pu s'emparer de toutes ces terres-là. Alors, voilà, peut-être vous connaissez ce tableau de William Turner, qui s'appelle le mythe de la fondation de The Rise of the Carthaginian Empire, donc le mythe de la fondation de Carthage. Alors, grosso modo, elles sont où les maths là-dedans? D'un point de vue mathématique, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire, avec une longueur de contour L donnée, donc c'est la longueur de la peau du bœuf, comment je peux entourer une surface d'air maximale, donc comment je peux m'emparer d'une région d'air maximale. Donc le problème de Didon, c'était celui-là, donc il y avait la côte qui était ici, donc la mer, donc là elle n'a pas le droit pour répandre sa peau de bœuf ici, et donc comment est-ce qu'elle entoure une aire maximale? Comment est-ce qu'elle entoure une aire avec sa peau de bœuf de longueur L pour avoir une aire maximale? Donc voilà, alors la solution de ce problème-là,
c'est le demi-disque. Et il y a d'autres versions de ce problème-là, par exemple, si on n'impose pas une contrainte d'avoir un bord ici enlevé qui correspond à la côte. Et donc dans ce cas-là, la solution optimale, c'est la bonne. Ok, alors sans le savoir, en fait, la Rendidon, elle venait de découvrir l'inégalité isopérimétrique, alors elle n'a pas appelé comme ça à l'époque. L'inégalité isopérimétrique, elle vous dit quoi? Elle vous dit que si vous prenez un domaine de R2, donc que j'appelle encore oméga, dont le bord est assez régulier, alors je ne précise pas ce que ça veut dire, en gros ça veut dire, vous supposez qu'il peut avoir des coins, mais pas de trucs plus méchants que des coins. Donc, soit A, c'est l'aire de ce domaine, et soit L, son contour. Alors, nécessairement, vous avez une inégalité comme ça, c'est-à-dire que l'aire, elle est bornée, donc à une constante près, par le contour au carré, et que vous avez une égalité si et seulement si il y a un disque. Ça veut dire que si vous vous donnez un domaine avec un contour L donné, vous pouvez avoir une aire qui est au plus L carré sur 4pi, et l'égalité, elle a lieu si et seulement si le domaine a un disque. Donc, parmi tous les domaines de contour L, le seul qui est d'aire maximale, c'est le disque. Donc c'est grosso modo ce que je viens de dire ici. Alors de manière équivalente, vous pouvez le voir dans l'autre sens, vous pouvez vous dire, bah, si maintenant on se donne un domaine d'aire donné, celui qui est le périmètre le plus petit, bah, c'est le disque. Donc il y a d'autres versions de ce problème qui existent mathématiquement, donc celui qui correspond au problème de Didon, si on impose par exemple le bord d'oméga de contenir une partie non optimisable, donc ici, le bout d'une côte, par exemple. Alors, ce truc-là, en fait, ça a l'air vraiment super intuitif. Hein. Si vous vous posez la question, vous vous dites, mais en fait, comment est-ce que je pourrais obtenir, si je me donne un contour donné, une aire maximale? Et en fait, il a fallu attendre super longtemps pour que ça puisse être prouvé rigoureusement. La première preuve, un peu rigoureuse, alors j'appelle ça pseudo-preuve, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas vraiment une preuve, c'est la pseudo-preuve de Steiner en 1838. Donc vous voyez que depuis Didon, il y a quand même eu du chemin. C'est la première preuve vraiment un peu... donc il y a eu des tentatives, il y a eu des essais, Et en fait, il y a une première preuve un peu rigoureuse qui est obtenue, et elle procède en 3 étapes. Donc tout d'abord, on commence par montrer, donc on se donne un domaine, une forme optimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire une forme de longueur L, donnée, et qui est l'aire maximale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme de longueur L qui est de plus grande R. Et on procède en 3 étapes. D'abord, on commence par montrer que la forme elle est convexe. La forme elle est convexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 2 points à l'intérieur, tout le segment il est à l'intérieur. Pour ça, comme on montre qu'elle est convexe, ben ça c'est pas très difficile. Si on suppose qu'elle n'est pas convexe, on procède par contradiction. Si on suppose qu'elle n'est pas convexe, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on prend la partie qui est ici et qui sort du domaine, on la symétrise, ici, et donc on obtient un domaine qui a exactement le même périmètre, comme vous pouvez voir ici, et qui est d'aire plus grande. Contradiction, je vais supposer que mon aire était maximale. Donc j'ai montré que si j'ai une forme optimale, elle est convexe. Étape 2, on choisit ensuite 2 points P et Q sur la frontière, qui divisent ce domaine-là en 2 parties dont le contour et dont les contours sont de longueur égale. L sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on montre? On montre que ces deux domaines, oméga 1 et oméga 2, ils sont de même R. Ça, c'est pas très difficile non plus. Si vous supposez le contraire, alors il y en a un qui est strictement plus grand que l'autre, vous faites le symétrique par rapport à cette droite-là, vous obtenez un domaine qui a le même périmètre, puisque vous avez supposé que les deux machins qui sont là, ils ont le même contour, et qui est d'aire plus grande. Contradiction, vous aviez supposé que l'aire était maximale. Ok, donc maintenant, je suis ramené à montrer que chacune des deux parties qui est ici, qui sont de même R, c'est des demi-cercles. Ok. Donc, maintenant, on raisonne par l'absurde, on suppose que c'est pas un demi-cercle, que c'est pas un demi-disque. Et si c'est pas un demi-disque, alors c'est pas très difficile de le montrer, ça c'est des outils de géométrie, disons, peut-être de niveau seconde, de montrer qu'il y a un point ici, tel que l'angle R sur le bord, ici, fait pas pi sur 2. Ok. Donc vous savez bien que si c'est un disque, alors tous les points qui sont sur le bord ici vont faire un angle pi sur 2, vous allez avoir un triangle rectangle qui est formé avec la base, en fait la réciproque est vraie, c'est pas très difficile à démontrer. Ok, donc si vous avez ça, vous avez un angle qui n'est pas égal à pi sur 2. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire glisser P et Q, en gardant les longueurs RP et RQ égales, vous faites glisser P et Q de sorte à atteindre un angle ici qui est de pi sur 2. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous ne modifiez pas la longueur qui est ici, vous ne modifiez pas les longueurs qui sont là, donc les aires qui sont ici, elles ne changent pas. Ok? Il y a juste l'aire du triangle qui est ici qui va changer, mais pas les longueurs de RP et de RQ. Et alors la question qui se pose, c'est, parmi tous les triangles ici, RPQ, qui ont deux longueurs RP et RQ données, c'est quoi celui qui a l'air la plus grande? Je vous le donne en 1000, c'est le triangle rectangle. Donc vous aviez supposé que vous aviez un point 1, un point R, où l'angle n'était pas rectangle, l'angle n'était pas droit. Contradiction, vous avez fabriqué un domaine d'aire plus grande, qui a un angle droit. Donc, voilà, contradiction, et donc vous avez démontré que le domaine maximal, donc ici vous avez un demi-disque, et donc le domaine d'aire maximale, c'est un disque. Alors pourquoi ça s'appelle une pseudo-preuve, ce truc-là? Pourquoi ça s'appelle une pseudo-preuve? Bah, c'est pas une preuve parce que vous êtes des mathématiciens, et donc vous savez qu'en général, quand vous
vous avez quelque chose, en général, il faut montrer que quelque chose existe. Bah, ici, vous n'avez pas montré que la forme optimale, vous avez dit, je suppose que je regarde la forme optimale, et je démontre que c'est un disque. Mais vous ne savez pas si la forme optimale, elle existe. Ok? Vous ne savez pas si parmi tous les contours, tous les domaines de longueur L, de contour L donnés, vous en avez un qui a une aire maximale. Vous savez, vous n'en savez rien. D'accord? Donc vous avez dit si elle existe, alors c'est un disque. Ok. Et bien en fait, on va voir, j'espère vous montrer au cours de cet exposé, qu'il y a beaucoup de problèmes d'optimisation de forme qui n'ont pas de forme optimale. Donc c'est pas du tout une évidence qu'une forme optimale existe. En général, quand on fait n'importe quoi et qu'on ne fait pas les choses de manière un peu intelligente, une forme optimale, ça n'existe pas. Donc il faut vraiment démontrer que cette forme optimale existe. Et en fait, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, donc une trentaine d'années de plus à peu près, pour que Karl Weierstrass donne une preuve complète de l'existence d'une forme optimale. Et une fois qu'on sait que la forme optimale existe, on sait que c'est un disque par cette pseudo-preuve. Mais il a fallu attendre, et c'est des techniques complètement différentes qui sont difficiles. Donc ensuite, il y a d'autres versions d'inégalités isopérimétriques en trois dimensions, par exemple, qui correspondent à dire qu'est-ce que c'est pour une surface, pour un domaine de R3, de surface donnée, le domaine qui est de volume maximal, c'est la boule. Ça a été démontré par Raman Schwarz en 1884, donc il a encore fallu attendre longtemps, c'est des choses qui sont difficiles. Et notamment, en général, ce qui est le plus difficile dans ces choses-là, c'est de démontrer que la forme optimale existe. C'est pas de démontrer que si elle existe, c'est un cercle ou c'est une boule. Ok. Alors, juste une dernière petite illustration d'inégalité isopérimétrique, donc vous l'avez quasiment tous les jours sous les yeux, c'est quand vous regardez la tête des villes fortifiées. La tête des villes médiévales, en général, ça c'est le Paris médiéval, et là il y a quelque chose qui peut vous frapper, c'est que vous avez deux demi-disques. Alors pourquoi vous avez deux demi-disques? Bon là vous avez la Seine, vous ne pouvez pas construire dessus. Et pourquoi vous avez deux demi-disques? Parce que c'est une ville fortifiée, et donc à l'époque on voulait mettre une aire maximale, avec un contour de rempart minimal, parce que c'est ce qu'il y a à garder, c'est ce qu'il y a à construire, c'est ce qu'il y a à garder. Donc en fait c'est assez logique. Finalement l'inégalité isopérimétrique, les mathématiciens ont un peu volé au secours de la victoire, au sens où ils ont bien montré que c'était le domaine d'aire maximale pour un périmètre donné. Et en fait, il y a des gens qui avaient intuité ce truc-là bien avant. Ok. Alors, il y a un problème qui ressemble un petit peu à ce problème isopérimétrique, mais dans un contexte un petit peu plus général, c'est le problème des surfaces minimales. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, en 1744, il y a Léonard Euler qui se posait la question suivante, il disait, je suis dans R3, et je me donne deux cercles comme ça, deux cercles qui sont parallèles, ici. Qu'est-ce que c'est la surface d'aire minimale qui s'appuie sur ces cercles-là, qui contient ces cercles-là? Alors, je sais pas, il paraît que Léonard Euler avait des insomnies terribles, pour lesquelles il n'arrivait pas à dormir. Peut-être que ça, c'est ce genre de problème, se poser ce genre de questions, l'aider à dormir. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fait plein de calculs, et il a découvert, en fait, une surface qui s'appelle la cadénoïde, qui est cette surface-là. Il a démontré que ça, c'était la surface d'aire minimale, qui s'appuie sur les deux cercles qui sont ici. Donc, vous voyez que c'est pas du tout quelque chose de trivial. Donc, ça, c'est un problème dit de surface minimale. Ça ressemble beaucoup à un problème isopérimétrique. Le problème isopérimétrique, c'est un problème de surface minimale très particulier, où on impose une contrainte qui est une contrainte d'air. C'est-à-dire que le problème isopérimétrique, c'est qu'est-ce que c'est le domaine de périmètre minimal sous une contrainte d'air donnée. Ici, c'est un problème plus général, c'est un problème de surface minimale, c'est qu'est-ce que c'est un problème Qu'est-ce que c'est un domaine qui a une surface minimale avec certaines contraintes. Ici, c'est quoi la surface minimale qui a pour contrainte de s'appuyer sur les deux cercles qui sont ici. Donc ça, c'est des problèmes qui ont beaucoup excité les mathématiciens pendant un moment. Donc Lagrange, en 1775, a énoncé ce qui s'appelle les équations d'Euler-Lagrange, dont vous avez peut-être entendu parler, et si vous n'en avez pas entendu parler, vous allez en entendre parler, qui sont les équations qui permettent de caractériser le comportement mathématique de la surface minimale. Et après, donc, il y a un Français, Meunier, qui a découvert que les surfaces minimales, c'est des surfaces qui ont une courbure moyenne nulle. Alors, je vais vous expliquer dans un petit moment ce que ça veut dire. Juste pour vous dire maintenant que les surfaces minimales, il n'y a pas une terminologie uniforme parmi les mathématiciens. Il y a des gens pour qui les surfaces minimales, c'est des surfaces qui sont d'aire minimale sous certaines contraintes. Et en fait, pour beaucoup de gens, une surface minimale, c'est une surface qui a une courbure moyenne nulle. Et c'est pas du tout une surface qui est un minimiseur de la surface. Pas une terminologie uniforme parmi les mathématiciens pour ce problème. Alors, il y a d'autres surfaces minimales qui existent. Là, j'ai supposé que j'avais une contrainte, ma contrainte, donc je regarde la surface qui est d'aire minimale sous contrainte qu'elle contienne, qu'elle s'appuie sur ces deux cercles-là. Si j'impose d'autres contraintes un peu bizarroïdes, par exemple de contenir un axe qui est ici, ou là je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est vraiment les contraintes, vous avez d'autres surfaces complètement bizarroïdes, donc un hélicoïde, la surface de Scherk, la surface de Costa, la surface de Henneper, etc. Vous avez toute une faune de surfaces minimales
Alors, ça a inspiré certains artistes, d'ailleurs, qui ont fait des statues à partir des formes de surface minimale. Alors, donc, je vous ai dit, une surface minimale, c'est quelque chose qui, si c'est une surface minimale, c'est-à-dire si c'est une surface qui a une aire minimale sous certaines contraintes, alors la courbure moyenne de cette surface est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là, et comment ça s'interprète? Alors déjà, c'est quoi la courbure moyenne? Alors, je ne sais pas si vous avez fait un peu de géométrie. Alors, juste pour vous rappeler, quand vous avez une courbe, déjà, je regarde une courbe en 2D, en 3D ce serait pareil, hein, je regarde une courbe en 2D, vous savez qu'à l'ordre 1, autour d'un point x0, une courbe c'est quasiment une droite. C'est un développement limité à l'ordre 1, une courbe c'est quasiment une droite qui est sa tangente, donc guidée par son vecteur tangent, gamma prime de t0. Ok? À l'ordre 2, bah, c'est pareil, une courbe à l'ordre 2 c'est quasiment un cercle, ce qui s'appelle le cercle osculateur. Donc, ce cercle-là, à l'ordre 2, c'est quelque chose qui a un rayon qui s'appelle R. Donc ici, le point en x0, j'ai le rayon du cercle osculateur que j'appelle R de x0. Et à l'ordre 2, la surface, elle se comporte à peu près comme un cercle ici. Okay, donc, ce rayon-là, ça s'appelle le rayon de courbure en x0, et la courbure, c'est 1 sur le rayon de courbure. Donc quand vous avez un tout petit rayon de courbure, vous avez quelque chose qui est très très plié, et donc vous avez une très grande courbure, parce que le rayon est tout petit. Ok? Donc ça, c'est du point de vue terminologie. Ok, comment ça se passe pour une surface? Pour une surface, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas trop non plus. Pour une surface, bah, vous regardez une surface en un point. À l'ordre 1, une surface, c'est un plan. Son plan tangent. Son plan tangent qui est guidé par un vecteur normal, qui est le vecteur qui sort le plus de la surface, entre guillemets. Ok? Donc ce plan tangent, il contient tout un tas de directions, qui sont les directions tangentes, qui sont les directions sur lesquelles j'ai le droit de bouger sur ma surface. Ok? Donc, à l'ordre 2, maintenant, une surface, ça se comporte ça se comporte quasiment comme un cercle dans chaque direction tangente. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous donnez donc, en un point le plan tangent qui est ici, une direction tangente, vous prenez n'importe quelle courbe qui suit cette direction tangente, qui est tracée sur la surface et qui suit cette direction tangente, et vous regardez sa courbure. Ok? Vous avez deux courbures principales, vous pouvez démontrer, ça se démontre, c'est pas facile, mais ça se démontre, que vous avez une courbure qui est la plus grande, parce que parmi toutes ces directions-là, vous avez un maximum de la courbure, vous avez un minimum de la courbure, et donc ça vous donne ce qu'on appelle les directions principales de courbure. Donc ici, les directions principales de courbure, c'est celle-ci et celle-ci. C'est les directions où la courbure varie le plus, là où la courbure est la plus forte et la moins forte, respectivement. Vous pouvez démontrer que c'est des trucs orthogonales, ça se fait avec des diagonalisations de matrices. Et donc la courbure moyenne, c'est la somme des deux courbures. Okay, en particulier, une courbure moyenne nulle, ça veut dire que vous avez dans une direction une courbure qui est positive, par ici, et dans une autre direction une courbure qui est négative, par ici. Donc c'est une espèce de selle de cheval. Alors, maintenant je vous ai dit, les surfaces minimales, elles sont courbure moyenne nulle. Pourquoi? Comment ça s'interprète ce truc-là? Bah, une surface qui a une courbure moyenne positive, c'est un machin bombé comme ça. Un machin convexe comme ça. Bah, si j'ai une surface comme ça, pour diminuer sa surface, c'est pas très compliqué, il suffit de la baisser un peu, d'appuyer un peu dessus. Ok, vous voyez qu'ici la surface rouge, où j'ai appuyé un peu sur ma surface jaune, elle est de courbe de surface moins élevée. D'accord? Donc, si j'ai une courbure positive, ici, une courbure moyenne positive, alors en abaissant un peu la surface, je trouve une surface qui est une surface qui est d'ailleurs moindre que celle-ci. Si au contraire vous avez une surface qui est de courbure négative, c'est l'espèce de bol qui est ici, ben en rehaussant un peu la surface, comme ça, donc c'est la surface rouge qui est ici, vous avez une surface qui est d'ailleurs moindre. Ok? Par contre, si vous prenez une surface qui est de courbure moyenne nulle, c'est une selle de cheval, comme ça, ok? Donc dans cette direction-là, comme ça, vous avez une courbure positive, et dans cette direction-là, vous avez une courbure qui est négative. Et bien dans ce cas-là, si je la baisse ici, vous augmentez la surface à cause de la courbure négative ici, et si je la rehausse, bah vous augmentez la surface à cause de la courbure qui est positive ici. Donc une surface de courbure moyenne. Donc, la seule possibilité, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, la seule possibilité pour qu'une surface soit d'aire minimale, c'est qu'elle soit de courbure moyenne nulle. Alors ça, en fait, bah, les surfaces minimales, vous en avez déjà vu dans la nature. Hein. Je ne sais pas si vous aviez, quand vous étiez môme, vous alliez dans les fêtes foraines, moi oui. Et j'aimais bien les gens qui faisaient des grosses bulles de savon, vous savez, vous prenez deux cercles comme ça, puis vous prenez une grosse bulle de savon. Et en fait, tout ça, c'est des surfaces minimales. Dans les bulles de savon, comme ça. Alors pourquoi c'est des surfaces minimales? Bah, ça s'interprète assez facilement d'un point de vue de la physique. C'est qu'en fait, les molécules qui sont de même nature, elles sont soumises à une force de cohésion. Et cette force de cohésion, en fait, donc, quand vous avez une bulle de savon qui est ici, la seule force qui joue, c'est la force de cohésion entre les molécules de savon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que quand vous avez un point P, donc vous prenez un petit morceau de votre surface ici, vous avez un point P qui est ici,
À quoi il est soumis? Il est soumis aux forces de cohésion des molécules qui se trouvent en P-dy, en P plus dy, en P-dx et P plus dx. Ok? Donc, si vous annulez cette force de cohésion-là et cette force de cohésion-là, vous faites un développement de Taylor à l'ordre 2, et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez que la résultante, c'est la courbure dans cette direction y. Si vous faites pareil dans la direction x, vous obtenez que c'est la courbure dans la direction x, vous faites la somme de toutes les résultantes des forces extérieures, et vous obtenez que c'est la courbure linéaire. Ok? Donc, maintenant, j'applique ma seconde loi de Newton. C'est quoi la seule possibilité pour une surface en équilibre qui est soumise uniquement aux forces de cohésion? C'est que les forces de cohésion, la résistance des forces de cohésion est nulle, donc la courbure moyenne est nulle. Ok. Donc, voilà. Pour l'instant, on a vu deux problèmes d'optimisation de forme, et ça, c'est le problème. Alors, ce problème de surface minimale, c'est le problème qui continue à exciter beaucoup de gens, où les gens essaient de trouver des surfaces minimales qui sont de régularité minimale. J'en dis pas plus, de toute façon, je n'en sais pas plus. Il y a un autre domaine où historiquement l'optimisation de forme a eu un très grand rôle à jouer, c'était l'architecture. On comprend bien pourquoi, en fait, en architecture, on cherche à concevoir des formes qui sont les plus robustes possibles pour un volume le moindre possible, qui sont les plus légères possibles. Alors, donc, depuis toujours, en architecture, on a cherché à optimiser la forme des designs qu'on faisait, d'un point de vue du comportement mécanique. Alors, il y a une étape cruciale qui a été franchie vers ça, c'est ce qui s'appelle le théorème de Hooke. Alors, Hooke, c'est ce monsieur-là, qui a fait plein de choses en mécanique, mais qui a notamment énoncé ce théorème-là, donc Hassing the flexible chain, so that inverted with single charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez une chaîne qui pend et qui est en équilibre sous son propre poids et sous les forces de tension, qui sont ici, c'est le même mécanisme qui fait que vous allez avoir une arche qui va tenir ici, en équilibre sous son propre poids et sous les forces de compression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez une chaîne, donc vous prenez vraiment une chaîne, vous la suspendez, vous la bloquez ici et ici, et vous la laissez en équilibre. Elle va être soumise à son propre poids, et elle va être soumise aux forces de tension, c'est-à-dire que ce point-là, par exemple, il y a le côté qui est ici et qui pendouille dans le vide qui va tirer dessus, et ce côté-là qui le raccroche au point de fixation, qui va tirer dessus aussi. Donc vous avez trois forces, vous avez les forces du poids et les forces de tension de l'autre côté de la chaîne. Ok? Qu'est-ce que vous devez avoir pour que la chaîne soit en équilibre? Résultante des forces extérieures doit être égale à 0. Vous faites un petit calcul, donc ça, je ne sais pas si vous l'avez fait de mon vieux temps, on le faisait en physique, c'est un exo de physique assez classique, et vous trouvez que ce truc-là, c'est une forme qui s'appelle une chaînette. Donc c'est avec une fonction cosinus hyperbolique, typiquement. Et donc vous pouvez calculer explicitement la paramétrisation d'une courbe comme ça. Et bien en fait, si vous faites le même calcul maintenant sur ce qui se passe quand vous voulez faire une arche qui tient toute seule sous son propre poids, avec les efforts de compression, c'est exactement le même calcul pour voir quelle est la forme qui fait que ce truc-là va tenir tout seul, avec uniquement sous son propre poids et avec les efforts de compression. C'est exactement le même calcul, et vous allez obtenir que c'est une chaînette inversée. Donc c'est ça que ce truc-là veut dire. Alors, il y a cette image de Robert Hooke qui est assez célèbre avec la chaînette qui pendule dans le vide là. Alors en fait, ce truc-là, ça a été utilisé par plein d'architectes, notamment par Gaudi. Et Gaudi, par exemple, il a conçu les plans de la chapelle de la Colonia Güell, qui est ce machin-là. Et comment il a fait pour ça? Son but, c'était de construire un édifice qui tenait uniquement, donc sans aucun support, uniquement avec des voûtes qui tiennent toutes seules par compression. Donc uniquement avec des machins comme ça. Alors comment il a fait, Gaudi? Il a pris une espèce de drap, il a suspendu plein de maslottes pour avoir une densité à peu près équivalente à celle pour son drap, il y a une densité à peu près équivalente à celle de la chaîne, à celle de la pierre. Il a suspendu toutes ces maslottes, donc c'est ce que vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez très bien à l'image, et il a obtenu une forme en équilibre. Okay, donc les fixations étaient là, et il a suspendu ces maslottes, donc ça faisait plein de petites chaînes, hein, donc on ne voit pas très bien, mais il y avait plein de petites chaînes comme ça dans tous les sens. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce machin-là, il l'a retourné. Et ce truc-là tient tout seul sous les efforts de compression. Voilà. Alors, bon, pour la petite histoire, le côté un peu triste de ça, c'est que ça, c'est une maquette, et qu'en fait, la chapelle de la Colonia Güell, elle n'a été jamais réalisée parce qu'il n'a pas réussi à trouver de financement pour ça. Donc, il n'y a pas de vraie photo, il n'a jamais pu tester si ce truc-là tenait vraiment tout seul. Mais, bon, a priori, c'était censé faire l'affaire. Alors, depuis, il y a beaucoup de techniques de conception optimale qui ont été utilisées par des très grands architectes, des noms que vous ne connaissez peut-être pas, je connaissais, pour être honnête, pas avant cet exposé, Anne Dissler ou Frei Otto. Bon, par contre, Gustave Eiffel, je pense que vous connaissez, qui a conçu beaucoup de célèbres tours, il a conçu beaucoup de ponts, notamment pour des choses qui résistent aux efforts du vent.
Alors, de nos jours, en fait, on utilise beaucoup de techniques d'optimisation structurale pour la construction de buildings, notamment de grands édifices, donc de gratte-ciel ou de choses, d'édifices un peu uniques. Alors, j'espère que d'ici la fin de l'exposé, vous serez convaincus que cette forme-là, c'est une forme qu'on trouve très régulièrement en conception optimale de structure. Donc, ça, cette espèce de pont ici, où vous avez un tablier, c'est quelque chose qu'on calcule, sur lequel on trouve très naturellement en optimisation de forme, en mécanique. Et donc ça, c'est le centre du palais du Convention Center de Doha, au Qatar, qui a été réalisé d'ailleurs par un optimiseur de forme. Et ça, c'est les plans d'un gratte-ciel, réalisé par SOM, donc c'est une grosse boîte américaine d'architecture, et qui a été réalisé par des méthodes d'optimisation de forme. Donc ici, vous avez les plans, donc il y a eu un papier dans un journal d'optimisation de forme sur le design de ce skyscraper en Australie. Alors, en fait, c'est assez logique quand on y réfléchit de vouloir utiliser les techniques de conception optimale de structure en architecture. Alors pourquoi ? Ils permettent de modéliser des choses qui sont très très complexes. Ils permettent de modéliser beaucoup de contraintes, qui permettent de modéliser beaucoup de contraintes de constructibilité, donc de rigidité. Ils permettent de modéliser au mieux la performance mécanique des structures, de prendre mieux cette performance mécanique. Et en fait, il se trouve aussi, et donc ça, les architectes en sont rendus compte très tôt, donc c'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure avec les surfaces minimales, que ces formes optimales, en général, elles sont souvent belles. Donc les gens les trouvent souvent belles. Par exemple, vous avez ici un plan de Frey Auto qui s'est inspiré des structures de surface minimale, donc en bulle de savon. C'est typiquement ces structures-là, que je vous ai montré tout à l'heure, pour réaliser des plans de certains de ces buildings. Donc ici, vous avez le Mannheim Garden Festival, donc l'intérieur du Mannheim Garden Festival, et donc vous avez ce qui correspond à ces espèces de structures en bulle de savon ici. Donc le building a été construit à partir de ces considérations-là.